Bonjour tout le monde, à toutes les personnes qui nous rejoignent. On fait rentrer le monde au fur et à mesure. On va attendre une minute ou deux, mais déjà, bienvenue aux personnes qui sont là à la conférence sur le transfert d'entreprise. Je vois qu'on est déjà une trentaine de personnes, mais on va laisser le temps au monde qui sont allés faire chauffer leur lunch ou autres qui ont besoin de quelques minutes entre deux rencontres de nous rejoindre. Parfait, je vois que ça continue de rentrer, mais ce que je vous proposerais, c'est de commencer. Puis de toute façon, on est plusieurs à pouvoir accepter les personnes qui arrivent, donc elles vont pouvoir rentrer en cours de route. Donc bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence sur le transfert d'entreprise vendre à ses employés, qui est co-organisée par Desjardins et le réseau Coop, la fédération des coopératives gérée par les travailleurs et les travailleuses. Mon nom est Mathilde Linossier, je suis conseillère en communication et marketing au réseau Coop et puis j'ai le plaisir d'animer cette conférence aujourd'hui avec des conférenciers, conférencières vraiment inspirants. Donc, je vais commencer par vous présenter les détails techniques un petit peu plates. Alors, la conférence est enregistrée, donc ça va permettre aux personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui de pouvoir accéder au contenu qui est quand même pertinent, d'actualité pour elles. Et puis, en tout temps, vous pouvez utiliser l'icône main levée, vous pouvez poser des questions dans le chat. Je vais surveiller le chat, voir s'il y a des questions qui se posent pour les poser à nos conférenciers. Donc, n'hésitez pas à intervenir. On veut que cette conférence elle soit dynamique, conviviale, interactive. Donc, vraiment, sentez-vous bien à l'aise de poser vos questions. Nous sommes là pour y répondre. Et au niveau du déroulement de la conférence, donc en fait, on a la chance d'avoir, comme je vous disais, des conférenciers, conférencières vraiment inspirants qui vont vous dresser un portrait global du transfert d'entreprise, qui vont démystifier le sujet. Et on a donc avec nous, en fait, les deux François. Donc François Lavallée, qui est directeur de transfert d'entreprise au Mouvement Desjardins, et François Morissette, qui est directeur investissement coopératif chez Desjardins Capital. Donc, tous les deux, vous nous présentez les aspects techniques d'un transfert d'entreprise. Qu'est-ce que ça prend pour transférer en mode coop et également les aspects spécifiques reliés au montage financier. On a ensuite Isabelle Faubert-Mailloux, qui est directrice générale du réseau Coop. Et elle va parler des aspects de la relève pour les travailleurs, les travailleuses. Quelles sont les conditions propices à un transfert aux employés? Et enfin, on a la chance d'avoir avec nous Pascal Brulotte, qui est le directeur général de la coopérative Edgar, qui a été le plus gros transfert en coopérative de travail en 2021. Je pense qu'on peut le dire aisément, là, que c'est le plus gros transfert. On en a beaucoup parlé de ce transfert-là. C'est un vrai cas à succès. Donc, on va avoir une conversation entre François Morissette et Pascal Brulotte sur le processus vécu par la coopérative et ses membres. Donc, ça va être très intéressant. On prévoit une belle place à cette discussion-là, justement, pour que vous ayez un cas vécu, un cas concret auquel vous pouvez vous référer. Chaque présentation, on va laisser un petit peu de temps entre chacune des présentations pour poser quelques questions. On va garder du temps à la fin aussi, mais en tout temps, voilà, on prévoit des plages pour discuter un petit peu. Et sinon, avant de passer la parole justement à notre père de François, le transfert d'entreprise, c'est un enjeu d'actualité. On sait depuis quelques années maintenant qu'on a une vague de départ à la retraite dans les petites et moyennes entreprises qui sont la colonne vertébrale de notre économie, notamment en région. Donc, on a des enjeux de relève. Plusieurs d'entre elles n'ont pas trouvé de relève. Elles ont pensé à plusieurs options, la relève familiale, la vente à l'externe, quelques cadres dans l'entreprise, mais souvent, on se rend compte qu'elles n'ont pas pensé à vendre à leurs employés
alors que dans certains cas, puis quand les conditions sont propices, on se rend compte que c'est un choix sensé et c'est un choix à connaître justement. C'est une très belle opportunité pour les travailleurs qui décident de reprendre l'entreprise. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à nos deux François pour démystifier justement le transfert. Donc, la parole est à vous. Merci Mathilde. Je me permets de partager la présentation. Et voilà, tout devrait être conforme. Donc, merci d'être présent. Nous allons voir dans cette première portion quatre sujets. Le contexte du transfert d'entreprise. Donc, c'est un bloc où on va vraiment mettre de l'emphase, où on va faire un survol sur les attentes des cédants, sur les attentes des repreneurs pour vraiment mettre la table à la négociation. On va parler de la transaction financière, bien évidemment, mais surtout pour mettre en relief là, les outils et les partenaires qui sont adaptés au modèle coopératif. Dans un troisième temps, on va venir aborder vraiment des aspects clés et spécifiques du mode coopératif. Et évidemment, la période de questions, comme le spécifiait Mathilde. Donc, si on parle du contexte, ben oui, on parle d'un enjeu important, principalement au Québec. On parle de 50% des propriétaires qui ont 55 ans et plus, dont 30% 60 ans et plus. Si on fait un décompte rapide sur ces statistiques-là, ben, ça veut dire qu'il y a tout près de 75 000 entreprises qui vont avoir un changement de propriété dans les 3, 4, 5 prochaines années. Et ça, ce n'est pas juste des statistiques qui sont publiées par des organismes, c'est vraiment ce que l'on vit dans les portefeuilles, dans les portefeuilles des institutions prêteuses. Donc, c'est la vraie vie, ce n'est pas juste des statistiques. Au niveau du repreneur, du vendeur et du repreneur, ben on a un entrepreneur qui a investi 80 000 heures de sa vie à bâtir son entreprise. Donc, toutes les transactions se passent dans la fierté, se passent aussi dans l'émotion. Et c'est ce bout-là qu'il va falloir là, bien venir niveler dans le processus de transfert. Pour la grande majorité des cédants, c'est vraiment une étape de vie, ce n'est pas juste une étape professionnelle. Et c'est là où on va distinguer là, le processus d'un transfert, d'un achat, parce qu'on ne parle pas d'un achat d'équipement, mais on parle vraiment de l'achat de toute la vie du petit bébé de l'entrepreneur. On va regarder dans les deux prochaines étapes les préoccupations du cédant, les préoccupations du repreneur. Parce que si je suis un repreneur, évidemment, c'est important de connaître quels sont les intérêts, les préoccupations du cédant pour pouvoir avoir la bonne posture face à lui. Au niveau des sources de préoccupation, ben, on a à qui je vais vendre. Il y a plusieurs options qui se pointent pour le repreneur, que ce soit à l'interne, que ce soit à l'externe, mais que ce soit aussi stratégique, une entreprise, un concurrent qui en achète un autre, familial, ça peut être un mix de tout ça. Donc, il y a plusieurs façons de faire ce transfert de propriété-là et c'est une des préoccupations du cédant. Après ça, ben, il y a toute la question du est-ce que les repreneurs visés ou potentiels ont le leadership de reprendre mon entreprise, moi comme cédant. On parle de leadership, mais on parle de plusieurs compétences que le repreneur va devoir démontrer et ça va être ça la clé de la pérennité de l'entreprise qui a été bâtie par le cédant. On parle de valorisation monétaire, évidemment. Et dans les questions que le cédant va se poser, c'est
la valeur de mon entreprise, est-ce que ça représente bien les efforts que j'ai mis à la construire? Et d'un autre côté, ben, on a les repreneurs qui vont regarder plus que l'entreprise génère que les efforts qui ont été mis dedans. Fait que, il y a déjà une distorsion qu'il va y avoir entre les deux. Et évidemment, en termes de valorisation, ben, la préoccupation du cédant, c'est est-ce que ça va suffire à mon confort dans les années futures? Il y a tout le contexte aussi de valorisation, de valeur de l'entreprise. Et là, je ne parle pas de valorisation, mais bien de culture. Est-ce qu'on est dans un contexte d'autonomie, de respect, de coopération? Le cédant, il s'est entouré de personnes qui sont à l'image des valeurs de son entreprise. Donc, évidemment, avec le reprenariat, ben, il va y avoir évolution de ces valeurs-là, de cette dynamique-là. Évidemment, toujours dans un bout de continuité, mais dans un bout d'évolution aussi. Si on regarde de l'autre côté du miroir, donc préoccupation de la relève, ben, de ce côté-là, il faut bien distinguer là, les connaissances et les compétences de la relève. Oui, il y a des connaissances qui sont techniques, mais il y a les compétences aussi. On parlait du leadership tantôt. Le but, ce n'est pas de tout posséder. C'est juste d'être au courant des angles morts que nous avons comme repreneurs et de bien s'entourer de professionnels qui vont nous aider à développer les éléments qu'on aura pointés comme des éléments à améliorer. Ai-je les moyens? Quel est le juste prix? Ben, le juste prix demeurera toujours le prix d'entente entre l'acheteur et le vendeur. Si j'ai un vendeur qui est prêt à vendre à ce prix-là, un acheteur qui est prêt à acheter à ce prix-là, c'est évidemment le juste prix de la transaction. Ceci étant dit, il faut quand même avoir à l'esprit que ce prix-là doit être supporté par l'entreprise autant historiquement actuel que dans le futur au niveau du plan d'affaires que le repreneur va mettre en place. Le but demeurera toujours de garder un équilibre entre les différents partenaires, donc autant l'institution financière, le partenaire financier, autant au niveau du vendeur que du repreneur. Et oui, c'est important d'avoir ce partage de risques-là, d'avoir un minimum de mise de fonds de l'acheteur pour garantir son implication au jour après jour. Oui, c'est aussi important d'avoir un minimum de balance de vente du vendeur pour le garder impliqué dans la transaction, dans le partage de connaissances, venir aider au risque de transition. Et évidemment, ça demeure important d'avoir un partenaire financier qui va être là non seulement pour la transaction, mais qui va être là dans le futur parce que oui, il va y avoir des hauts et des bas. Oui, il va y avoir des changements de culture, des changements de leadership. Et il faut que le partenaire financier soit conscient de ça pour pouvoir suivre dans le développement futur. En fait, le rôle premier là, du gardien, le rôle premier du partenaire financier, c'est vraiment d'être le gardien de la pérennité de l'entreprise. Donc, s'assurer que l'entrepreneur qui prend la relève va mettre beaucoup plus d'énergie à développer sa business que de mettre de l'énergie à réfléchir sur comment je vais faire les paiements de ma transaction ou comment je vais faire le paiement de mes salaires au jour 1. Finalement, est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Ben, le bon moment, je pense qu'on pourrait parler 1 heure juste de ce point-là. Si on regarde ce qui s'est passé dans les 2 dernières années, évidemment, il y a des entreprises qui ont profité de cette pandémie-là. Il y a des entreprises qui en ont souffert, des entreprises qui ont été peu impactées. Quoi qu'il en soit, il faut regarder l'historique. Il faut regarder l'historique et la façon dont l'entreprise a à relever ces défis-là qui peuvent nous arriver du champ gauche. Et c'est évidemment la réflexion du plan d'affaires qui permettra aux repreneurs de bien identifier les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités de la transaction qu'ils souhaitent effectuer. Au niveau
niveau du processus comme tel, là, je vous ai mis un petit graphique sur les efforts, la répartition des efforts qu'on devrait mettre lorsqu'on commence un nouveau processus de transfert. On a 50 des efforts qui devraient être mis sur les aspects humains. Pourquoi sur les aspects humains? Ben, c'est parce que ça couvre toute la poursuite, tout le spectre de ce qui s'en vient. Là, on parle évidemment de culture, mais on parle aussi des personnes clés qui sont dans l'entreprise. On parle de la transition entre le cédant et le repreneur. On parle de certaines personnes peut-être à l'interne qui se sentaient intéressées, qui se voyaient comme repreneurs et qui n'ont pas été mises à contribution dans le processus. Au niveau de la famille, s'il y a de la famille qui travaille à l'entreprise et qu'on change de main la propriété, ben, faut voir qu'il peut y avoir aussi des répercussions et tout le contexte, évidemment, de la vente. Est-ce qu'elle se fait de façon obligée? Est-ce qu'elle se fait pour raison de santé? Est-ce qu'elle se fait? Donc, il y a tout ce contexte-là qui rentre dans les enjeux humains. Vous voyez, au niveau de l'aspect financier, on parle d'à peine 20 des efforts et malheureusement, ça demeure le premier point pour lequel le cédant et même le repreneur vont consulter, vont aller chercher de l'aide de professionnels. Donc, tout le bout avant ça est un petit peu escamoté dans ce qu'on voit en général, où on ne met pas beaucoup d'énergie. Et là, oups, on a besoin d'argent, donc il faut commencer à parler à des professionnels. Oui, évidemment, il y a les partenaires financiers, les comptables, les avocats, mais au-delà de ça, dans les professionnels, il y a tout le bout coaching. Coaching autant du vendeur que de l'acheteur, tous les experts en transfert d'entreprise qui vont être habitués à la démarche, qui vont être habitués de déterminer les angles morts qu'on peut retrouver dans une transaction. Donc, n'ayons pas peur de se faire accompagner, d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher des spécialistes qui vont nous aider à la meilleure transition possible. Au niveau de la situation de l'entreprise, ben, c'est évidemment un coup qu'on a dit qu'on a le bon repreneur, qu'on l'a qualifié, qu'on sait qu'il va avoir les capacités et les compétences de prendre la transaction, ben, la situation de l'entreprise demeure le deuxième point le plus important. Sa situation. Donc, si on vient forer un petit peu là, ce qu'on a déterminé dans les diapositives précédentes, bien évidemment, au niveau de l'environnement d'affaires, qui sont les concurrents, quel est le marché, quels sont les produits, comment la technologie nous impacte, quelles sont les forces des employés, quels sont les enjeux avec les employés. Donc, il y a tout cet environnement d'affaires-là qu'il faut avoir une grande réflexion. Et c'est pour ça qu'un transfert d'entreprise, ça prend plus qu'une semaine ou deux à mettre en place. On parle d'années à mettre en place pour justement venir qualifier chacun de ces éléments-là, autant strictement transactionnels, mais aussi tout l'aura qu'il y a alentour de la transaction. On parle évidemment de la situation, de la santé financière de l'entreprise. Il ne faut pas oublier qu'il y a un électrochoc qui va se donner lorsqu'il va y avoir un changement de garde au niveau de l'actionnariat. Donc, est-ce que l'entreprise avait une santé financière saine avant la transaction? Est-ce qu'elle générait suffisamment de profits pour voir venir la mise en place du plan d'affaires? Et quelle sera la structure au jour 1, la structure financière de l'entreprise? Donc, c'est des points qu'il faut aller valider et qui vont faire partie de la négociation dans la transaction. Le prix payé, ben, toujours dans le contexte du partage de risques. Oui, il y a eu de l'historique. Oui, il y a eu 2 années un petit peu bizarres, les 2 dernières années qui ont influencé différemment. Et il y a le futur. Mais sachons que l'historique, c'est la meilleure base de ce que peut générer minimalement l'entreprise avec un bon système, avec une bonne transition. Le futur, ça demeure un risque qui est attitré au repreneur, qui est attitré au cédant aussi par son implication dans la transition. Donc, si on veut vraiment voir comment est-ce que cette entreprise-là est capable de surmonter le financement, surmonter l'impact financier, bien évidemment, c'est l'historique qui est le meilleur guide.
Par la suite, on a le profil de la relève. Donc, au niveau de, je veux peut-être apporter un petit peu plus d'attention au niveau de la vision, parce que oui, il va y avoir un changement de garde. Il va y avoir continuité de certains éléments qui ont été mis en place dans l'entreprise. Il va y avoir nécessairement aussi évolution et de la mission et de la vision de l'entreprise. Sachons qu'il y a un leadership qui s'installe, sachant que les plus importants aussi dans cette entreprise-là, c'est les employés qui vont continuer à la faire rouler. Donc, il ne faut pas négliger que toutes les modifications qu'on va faire comme repreneur, oui, on est plein de motivation, on veut mobiliser toute notre équipe, mais on a une décision que l'on prend qui va impacter des employés qui sont là depuis un petit bout de temps. Si on regarde au niveau plus à 35 000 pieds, au niveau des connaissances, on parlait du marché, de la compétition, des compétences. Oui, on parlait de leadership, mais on parle aussi d'être capable de prendre une posture employé quand c'est le temps, mais de prendre une posture actionnaire quand c'est le temps aussi. Entre les deux, souvent, il va y avoir la posture directeur général. Donc, il faut être capable de changer de chapeau aisément, d'être très agile dans ce contexte-là. Tout l'aspect joueur d'équipe pour garder la mobilisation des troupes. On parle des expériences, bien évidemment, on parle des expériences qui sont inscrites sur le CV. J'aime bien, moi, première rencontre, avant même de demander les états financiers, j'aime bien demander le CV du repreneur parce qu'à partir de là, c'est ce qui va me démontrer ce qu'il a comme expérience, ce qu'il a comme vécu et comment on va être capable d'y trouver des personnes pour développer les compétences qui pourraient avoir manqué dans les expériences passées. Par la suite, ça nous amène, puis évidemment, là, vous voyez, je vais assez rapidement, là, vous allez avoir accès à la présentation, mais le but, c'est de vous donner là, vraiment des indices sur ce qui s'en vient dans un concept de transfert. On a parlé évidemment du repreneur et de ses compétences et de sa posture. Bien, évidemment, le cédant va demeurer le meilleur allié dans la majorité des transactions. Là, je dis majorité, puis je le mets en surligné. Oui, il y a des fois que ça peut devenir un obstacle, mais je pense que si on est capable de bien préparer la transaction, de bien faire valoir les négociations et l'apport du repreneur dans la pérennité de l'entreprise, on risque de se faire du vendeur un allié. Et il ne faut pas oublier que c'est lui, le vendeur, qui va réduire au minimum le risque de transition, qui va réduire l'incertitude entre les employés, avec les clients, avec les fournisseurs, avec les autres partenaires. On parlait d'un montage qui est équilibré. Grosso modo, là, un montage équilibré pour une transaction, on devrait avoir un 50 environ de dette traditionnelle. Dette traditionnelle, on entend votre partenaire financier, votre Desjardins, votre banque qui va vous transmettre un prêt, transfert qui va être remboursable par versement mensuel, comme on est habitué de le voir dans une dette traditionnelle, qui va prendre des équipements en garantie, qui va vous demander une intervention de caution. Au niveau de la deuxième partie, là, on vient chercher une dette plus patiente. Donc là, on va chercher des joueurs qui vont investir aussi dans votre transaction, mais qui vont être beaucoup plus flexibles que la dette traditionnelle, plus flexibles en termes de délai de remboursement, plus flexibles en termes de moratoire de paiement. Évidemment, cette flexibilité-là aura aussi un coût de rémunération qui se traduira dans le taux d'intérêt. Et finalement, on en a parlé depuis le début, le mix vendeur-acheteur qui vont prendre un 25 de la transaction. Donc, le vendeur par sa balance de vente, l'acheteur par sa mise de fonds qui vont être impliqués au montage financier pour être sûr que tout le monde fait partie et est embarqué dans le même bateau de cette transaction-là.
Comment ça se traduit? Bien, ça se traduit par, si on prend par exemple une compagnie qui a une valeur de 9 millions de dollars, donc une transaction à 9 millions de dollars, ben, ça veut donc dire que le prêteur traditionnel, l'institution financière, va s'impliquer quelque part aux alentours de 4 500 000, 4 millions de dollars. La dette junior, donc le partenaire patient pour un 2 millions et la balance de vente et la mise de fonds, donc le vendeur et l'acheteur, vont se partager 1 million chacun aussi pour faire un montage particulier. La beauté de la chose, c'est que dans le mouvement coopératif, ben, il y a des outils qui permettent de venir faciliter le transfert avec plein d'autres partenaires, plein d'autres programmes. Et c'est là que je transmettrai la parole à l'autre François qui va vous parler du volet plus coopératif. Merci beaucoup, François. Super intéressant, tout ce que tu nous as apporté jusqu'à date. Donc, pour faire le lien, effectivement, dans le financement pour les coopératives, je vous invite à voir les différences. À l'œil, on le voit, donc le nombre de partenaires va différer au niveau coopératif. On est chanceux au Québec d'avoir un écosystème financier qui est très fort au niveau des coopératives avec de l'expertise et des produits spécifiquement adaptés à la réalité coop et à la réalité aussi du transfert d'entreprise. Dans l'exemple que vous avez à l'écran, vous voyez différents partenaires. Rassurez-vous, autant le cédant que le repreneur, on est habitué de travailler ensemble, on se connaît, on est des joueurs qui, oui, on est compétiteurs entre guillemets, mais surtout partenaires dans la réussite du projet de transfert d'entreprise. Donc, on se parle et on travaille ensemble pour réaliser cette transaction-là. L'autre élément de distinction que je vous présente aujourd'hui, c'est au niveau de la mise de fonds pour les membres de la coopérative. Donc, on regroupe les travailleurs de l'entreprise qui rachètent leur entreprise. La mise de fonds initiale au départ est à peu près toujours la plus faible, effectivement, que dans le financement traditionnel que François vous a présenté. Donc, le montant est plus bas et comme on est plusieurs à se partager ce montant-là, l'effort financier individuel est aussi limité en termes monétaires aussi. L'autre avantage important aussi au niveau financier, c'est que personne des membres de la coopérative ne donnera une caution personnelle sur les emprunts faits à l'entreprise, donc à la coopérative, ce qui est aussi une distinction importante par rapport au modèle plus traditionnel que François nous présentait. J'irai donc à la prochaine acétate, s'il te plaît. Pour faire la relève de la coopération, deux façons de le voir, soit une relève totale, donc on rachète 100 des actions de l'actionnaire cédant ou 100 des actifs, dépendamment du projet, ou on peut le faire aussi de façon partielle ou par étapes via différentes formes de coopératives qui sont permises de par la loi sur les coopératives. Aujourd'hui, le modèle qu'on vous présente, c'est les coops de travailleurs, donc dans une perspective de rachat total de la compagnie. La prochaine. Comme moi je dis toujours, un transfert par une coop, ça reste un transfert. Donc, tout ce que François vous a présenté en début s'applique évidemment dans le contexte de transfert quand c'est les employés qui reprennent l'entreprise. Par contre, quelques éléments clés à souligner au niveau du contexte favorable pour réussir ce transfert-là. Je vous dirais, François en a abordé, la santé financière de l'entreprise qui est saine au départ et stable, qui permet une perspective de maintien et de croissance à long terme pour les repreneurs. Ça, c'est un enjeu important. Je vous dirais, un des plus importants, assurément, dans ce contexte-là, climat de confiance mutuelle qui existe déjà dans l'entreprise. Vous êtes le propriétaire qui allait négocier avec l'actionnaire qui vous connaît, le repreneur qui vous connaît assurément le plus. Ce sont vos employés. Et à l'inverse, les employés négocient avec un vendeur qu'ils connaissent aussi très bien, c'est leur patron. Donc, dans ce contexte-là, il est fondamental d'avoir un climat de confiance, d'être capable de se parler franchement et honnêtement, mais tout ça dans le respect, bien évidemment, et dans la continuité, dans l'objectif que l'entreprise va continuer à grandir et à croître. Je vous dirais dans les autres points importants, des habiletés en négociation, en discussion, en étude du plan. Mais pour ce faire, comme c'est souvent pas le métier premier des repreneurs que d'être des gestionnaires, l'accompagnement, François en a glissé mot, c'est fondamental aussi. Et cet accompagnement-là doit se faire professionnel autant au niveau du cédant
qui doit prévoir ces choses. La prévision d'un transfert d'entreprise, ne serait-ce que les impacts fiscaux pour lui sont importants à analyser, mais pour les repreneurs aussi, de bien comprendre dans quoi qu'on s'embarque, c'est quoi cette entreprise-là, c'est quoi les impacts financiers, comptables, juridiques, coopératifs. Une coop, c'est quoi? Il faut connaître c'est quoi, qu'est-ce que ça mange en hiver, comment ça se gouverne une coop. Donc, de vous faire accompagner dès le départ, c'est essentiel et d'avoir une espèce de, je veux dire, un chargé de projet qui va coordonner le calendrier, qui va s'assurer que toutes les étapes se font et qui est capable de suivre, c'est fondamental dans la réussite. Et le dernier élément que je voulais vous souligner là, c'est prenons le temps de faire les choses comme il faut. Un transfert d'entreprise, ça ne se fait pas en criant ciseaux, comme François vous l'a si bien dit. Il faut le prévoir à moyen et à long terme pour bien le réussir. Et ce n'est pas parce que c'est une coop que c'est plus long, c'est un processus qui est tout à fait normal. La prochaine. Pour terminer, les éléments clés d'un transfert, bon, j'élimine ici des mythes, en fait, si vous voulez. Disponibilité du capital, oui, l'écosystème financier pour le secteur coopératif est tout à fait adéquat et solide pour vous accompagner en mesure de vous suivre sur les outils financiers, les montants aussi disponibles. Donc, on est chanceux d'avoir ça au Québec. C'est une de nos forces principales. Et comme je le disais tout à l'heure, tout ce beau monde-là se connaît et travaille en collaboration ensemble, ce qui va bien pour réaliser nos montages financiers. L'accompagnement externe, je vous en ai glissé mot, je ne m'étire pas plus longtemps, c'est fondamental. Le repreneur qui est impliqué, ben, c'est les travailleurs. Ça devient votre entreprise. Vous la connaissez mieux que n'importe quel autre actionnaire qui pourrait arriver de l'externe. Donc, vous devez être impliqué dans ce processus-là. L'ancrage fort dans le milieu, bien évidemment, c'est autant le souhait généralement du cédant de voir son entreprise rester dans sa région, continuer à avoir un appui économique important à sa région, de maintenir les emplois localement, que pour le repreneur qui sont les employés, qui eux autres veulent maintenir leur emploi, rester dans leur région idéalement. Donc ça, c'est des éléments clés là, du succès pour un transfert. La valeur d'entreprise, François en a glissé mot également. Ce n'est pas parce qu'on vend à ses employés qu'on va vendre et ou plus cher et ou moins cher. On va vendre au juste prix qui va être déterminé par des experts et il va faire aussi face à un processus de vérification diligente complet comme n'importe quel autre transfert pour s'assurer que ce qui est vendu et ce qui est acquis répond aux standards et aux normes pour assurer le succès à long terme. Sentiment d'appartenance, grande réalité aujourd'hui, surtout en pénurie de main-d'œuvre que toutes nos entreprises connaissent. Le fait de devenir son propriétaire patron de l'entreprise, ben, c'est un élément de mobilisation essentiel. Le côté humain que François vous parlait tout à l'heure, c'est fondamental pour les employés. Puis le fait de se regrouper ensemble, de faire l'acquisition collectivement de quelque chose qu'on ne pourrait pas faire, qu'on n'aurait pas la capacité seul, ben, c'est très mobilisant, et d'autant plus que l'on s'implique et on a euh, prise de parole pour la décision, la stratégie future de l'entreprise. Dernier point qui va être beaucoup plus abordé par ma collègue Isabelle qui va faire la prochaine présentation. Communication, formation des employés. Évidemment, une formation sur la coopération, ça s'apprend pas. Ça s'apprend. Faut savoir qu'est-ce que c'est qu'une coop, les modes de gouvernance, comment ça se gère. François en a glissé mot aussi, le changement de chapeau entre le rôle d'employé le jour et le rôle d'administrateur sur le conseil le soir. Donc, tout ça va vous être expliqué dans le prochain bloc de présentation. Merci beaucoup. Puis s'il y a des questions, on va y répondre. À toi, Mathilde. Merci François et François. Donc, très intéressant comme présentation. On vous écoute, puis je vois que le temps file un petit peu, mais on va quand même prendre une ou deux questions si vous en avez dans le chat ou par la main levée. Là, n'hésitez pas à prendre la parole. Mais je crois que ça semblait suffisamment clair à date. Je n'ai pas vu de questions passer. Effectivement, les présentations seront mises à disposition. Donc, si personne ne se manifeste, Isabelle, je vais te laisser présenter. Donc, qu'est-ce que c'est une coop par les travailleurs, puis les conditions propices à la relève aux employés. Parfait, bien merci. Merci, bonjour à tout le monde. Donc, je pense que François et François ont bien mis la table sur le transfert aux employés. Effectivement, je pense que vous l'avez vu, c'est un choix sensé de par notamment tout l'écosystème de soutien. Puis, c'est pas toujours dans tous les cas qu'il y a une
familiale ou qu'il y a des employés clés qui sont en mesure de reprendre complètement l'entreprise. Donc, d'élargir la proposition à l'ensemble de l'équipe devient un choix intéressant. Donc, moi, je vais mettre l'accent sur vraiment qu'est-ce que c'est une coopérative de travail. Je vais l'esquisser parce qu'on n'en a pas encore parlé. Je vous présenterai quelques contextes propices de rachat par les travailleurs, des conditions de réussite et le soutien qui est disponible de notre côté. Donc, d'entrée de jeu, je prends un petit peu de temps pour me présenter. Donc, je suis Isabelle Faubert, je suis directrice générale au réseau de la coopération du travail. Je travaille auprès des coopératives de travail depuis maintenant 20 ans à différents niveaux. Donc, j'ai vu quand même plusieurs cas au cours de ma carrière. Quelques mots sur le réseau de la coopération du travail. Donc, on est la fédération qui regroupe les coopératives qui sont gérées par des travailleurs. On regroupe présentement 96 coopératives membres. Donc, ces coopératives-là, vous allez le voir tout à l'heure, ils viennent de secteurs d'activité très différents. Mais ce qui les réunit, c'est qu'elles sont tous gérées collectivement, démocratiquement par les employés qui travaillent dans l'entreprise. Donc, nous, au réseau, notre mandat, c'est de promouvoir le développement et la reconnaissance du modèle de la coopération du travail. Puis, on s'est donné trois grands axes pour le faire. Un axe de faire découvrir le modèle aux gens, donc dans des webinaires comme aujourd'hui notamment, parce que, bon, malheureusement, c'est un modèle très, très intéressant. Quand il est expliqué, il est adopté dans plusieurs cas, mais il est encore malheureusement trop méconnu. On a aussi un soutien au démarrage de nouvelles coopératives ou à l'accompagnement de transfert d'entreprises privées vers le modèle coopératif et un service de soutien à nos membres, service conseil, formation pour les entreprises, les coopératives en opération. Donc, quelques mots sur qu'est-ce que c'est une coopérative de travail. Donc, si on voulait le résumer et le réduire peut-être à sa plus simple expression, donc, c'est une personne morale distincte de ses membres. Donc, ce n'est pas une entreprise en nom collectif. Ça a la même protection légale, par exemple, en cas de faillite, là, des actionnaires qu'une entreprise à capital action. C'est soumis à l'impôt des sociétés. Donc, ce n'est pas non plus un organisme sans but lucratif. C'est vraiment une entreprise à part entière. Ce qui est particulier de la coopérative par rapport aux autres formes juridiques, c'est qu'elle est légalement, de par sa nature, collectivement la propriété de ses employés. Donc, c'est la seule forme juridique qui est comme ça. Et il y a une loi la loi des coopératives qui encadre ces types d'entreprises-là et qui fait en sorte de maintenir le lien démocratique au sein des entreprises. Donc, tout est pensé. La loi aussi balise le rapport de gouvernance aussi au sein de ces organisations-là. Donc, quand on dit propriété collective, pour faire une coopérative de travail, il faut être minimalement trois personnes qui y travaillent. Donc, c'est sûr que les entreprises de très, très, très petite taille, avec un seul propriétaire, pas d'employés, il n'y a pas vraiment matière à faire de coopérative de travail, évidemment. Mais du moment où on a 3 employés et plus, on peut faire une coopérative. On indique aussi minimalement 50% de la masse salariale. Je pense que c'est un détail quand même assez important à mentionner. Le modèle coopératif n'est pas un modèle rigide. C'est pas obligatoire que 100% des travailleurs adhèrent au projet, en deviennent des membres et des investisseurs. L'important, c'est qu'il y ait une majorité de travailleurs qui adhèrent au projet. Donc ça laisse aussi cette marge de manœuvre-là. Il y a certains cas où ce n'est pas tout le monde qui veut investir et devenir copropriétaire et la loi le permet. Fait que je pense qu'il faut le préciser. Et ce qui est aussi très différent des entreprises, par exemple, à capital action, c'est que c'est une gestion démocratique, donc le fameux principe un membre, un vote. Donc, les décisions sont prises collectivement et chaque employé a le même pouvoir décisionnel, mais il y a des instances, évidemment, dans la coopérative. Il y a une direction générale, il y a un conseil d'administration. Donc, ce n'est pas à tout moment que l'ensemble des employés non plus se positionnent là, sur les décisions à prendre. Mais pour les grandes décisions par rapport, par exemple, à la répartition des excédents, des grands développements stratégiques, là, on consulte l'ensemble des employés. Et il y a une redistribution des excédents aux employés, donc de façon équitable. La principale clé de répartition, c'est selon les heures travaillées. Donc, plus on s'investit dans l'entreprise, plus on peut toucher une part d'excédent en fin d'année.
Donc, maintenant, quelques exemples, juste passer très, très brièvement, mais en fait, il n'y a pas de secteur déterminé pour faire des coopératives. Du moment où il y a un marché, du moment où il y a des travailleurs qui ont intérêt, qui ont un désir à gérer leur entreprise, on peut implanter des coopératives de travail. Donc, je vais juste vous présenter rapidement les différents domaines d'activité où on peut en retrouver là, au Québec. Donc, des librairies, des microbrasseries, des centres, des centres d'hébergement loisirs. Il y a des entreprises d'électricité, des menuisiers, charpentiers qui se sont mis en coopérative, des cliniques de santé, physio, ostéo. Beaucoup de fermes coopératives au Québec, beaucoup des fermes en agriculture biologique soutenues par la communauté. Puis vous avez aussi le volet de services aux entreprises, graphisme, vidéo, architecture, traduction, on va le voir avec la coopérative Edgar, ingénierie aussi. Il y a des services même de psychologie. En fait, il n'y a pas autant que porte votre imagination sur les secteurs. Ça, c'est la même chose qu'on retrouve dans les entreprises classiques là, au Québec. Je vous présente quelques cas aussi de transferts qui ont été faits aux travailleurs. On en parle de plus en plus, mais c'est quand même pas quelque chose de récent. Je dirais qu'il y a eu plusieurs vagues peut-être de transferts. Il y a eu une première vague dans les années 90, après début 2000, puis maintenant on revoit cette vague-là maintenant. Donc, il y a eu quand même un certain nombre de radios au Québec, des radios, des stations privées qui ont été rachetées par les animateurs et les journalistes des stations de radio. Vous avez un exemple avec Saint-Hubert Barbecue, que je trouve que c'est souvent un exemple parlant, mais un peu un contre-exemple. On peut aussi racheter des franchises. Ce n'est pas antinomique avec le modèle coopératif. C'est la manière de gérer la franchise qui va être différente parce qu'elle va être gérée par les travailleurs. Mais ce Saint-Hubert-là, qui est à Laval, a remporté à plusieurs reprises des Coques d'or, qui est la plus haute nomination dans les Saint-Hubert. Donc, c'est un Saint-Hubert performant dans le réseau de la restauration Saint-Hubert Barbecue. Il y a évidemment tous le service ambulancier au Québec qu'on connaît peut-être. C'est un très, très gros secteur. Une région, là, enfin, une ambulance sur 3, là, le tiers du transport ambulancier est contrôlé par des travailleurs via leur coopérative ambulancière. Et il y a l'exemple aussi de Promoplastique, pour ceux qui connaissent les effigies du bonhomme carnaval ou du macaron du Festival d'été de Québec. Donc, c'est eux qui font ces macarons-là depuis les années 50 et c'est un cas de transfert aux employés qui réussit bien là, depuis les années 90. Donc, c'est juste pour vous mettre un petit peu la table, voir de quoi on parle quand on parle de coopérative de travail. Évidemment, si vous voulez explorer davantage cette question-là, le réseau Coop, nous, on offre à chaque mois des formations d'1h30 là, juste sur les balises légales et l'organisation interne du modèle coopératif. Mais là, je voulais plus vous amener sur le spécifique du transfert. Les contextes propices à la vente, d'un côté, il y a le cédant puis il y a les repreneurs. Donc, il faut prendre le temps de voir est-ce qu'effectivement, on a un cas qui peut être propice à la vente. Nous, on le résume, le profil type du cédant, on le résume par le terme de bâtisseur artisan. Évidemment, il y a plein de cas de figure qui pourraient démentir le profil type qu'on vous présente, mais disons que s'il y avait un profil idéal, ce serait probablement celui-là. Donc, on dit bâtisseur parce que c'est souvent un fondateur de l'entreprise. C'est une personne qui a à cœur la pérennité de son entreprise, donc qui cherche à pas seulement dilapider, vendre ses actifs, mais peut-être garder son patrimoine et son historique, puis le céder à des gens près de lui. On dit artisan parce que c'est aussi un travailleur dans son entreprise. Ce n'est pas qu'un investisseur. C'est vraiment quelqu'un qui a les mains dans la pâte qui est proche de son entreprise, autant émotivement là, que dans les opérations. Probablement, c'est quelqu'un qui n'a pas identifié de relève familiale parce qu'on peut se douter que le premier réflexe, c'est de vouloir vendre à sa famille, mais dans plusieurs cas, la famille ne désire pas reprendre. Donc, il faut se tourner vers d'autres solutions et les employés sont déjà en place dans les entreprises. Bien que, comme je vous le présentais, là, il y a des paramédics avec 200-500 employés, il y a des grosses coopératives de travail, mais on estime que les transferts qui sont plus faciles à faire, c'est ceux qui se situent en bas de 50 employés.
comme je vous dis, on va voir avec Edgar qui démentit peut-être tout ce profil-là, mais on peut en faire avec des plus grosses, mais c'est plus simple quand les entreprises sont de plus petite taille, ce qui est quand même la grande majorité des entreprises au Québec dans tous les cas. Et idéalement, c'est un certain management transparent, participatif, parce qu'on va le voir, ça va prendre aussi, on l'a déjà mentionné, mais une attitude partenariale avec le cédant et une implication forte des travailleurs. Donc, quand les travailleurs ont déjà été mobilisés dans la participation aux décisions, c'est plus facile de faire le saut puis après de pouvoir gérer l'entreprise. Maintenant, quelle est l'équipe idéale selon notre expérience? On les appelle les travailleurs engagés. C'est des travailleurs qui sont souvent en poste depuis plusieurs années. Ça ne veut pas dire que l'ensemble doit l'être, mais il doit y avoir une certaine composante d'employés qui sont en poste depuis plusieurs années, qui connaissent très bien l'entreprise, qui sont capables d'assurer cette transition-là, cette continuité-là quand le cédant va avoir quitté. Des employés qui ont à cœur leur entreprise, qui s'identifient à l'entreprise et qui ont envie de contribuer à son développement. Ça, je pense que c'est la clé de réussite d'un transfert. Et qui ait quand même des compétences entrepreneuriales ou de gestion. Puis ça, on le voit souvent dans les transferts, des gens que les gens étaient des salariés, puis je pense que ça a été le cas aussi chez Edgar. On peut être un salarié dans notre domaine d'activité, mais quand on fait le processus de transfert, on se découvre des qualités autres, des qualités de gestionnaire, d'entrepreneur qui se développent par le processus. Puis c'est là-dessus qu'on veut compter pour assurer un transfert de qualité qui fonctionne bien. Maintenant, les conditions de réussite, je les mettais un peu dans deux sections. Il y a une section des conditions de réussite qui sont nécessaires dans le processus, puis une fois que l'entreprise est démarrée. Donc, au niveau du processus, on l'a mentionné, l'attitude partenariale cédant-repreneur, je pense que c'est essentiel. Ce qu'il faut peut-être souligner dans un cas de vente aux travailleurs, ce qui est particulier, c'est qu'on va négocier, les repreneurs vont négocier avec leur patron. Ça, c'est sûr que ce n'est pas toujours facile, surtout si on pense que la transaction ne se conclura pas, on va devoir peut-être garder la relation. Donc, c'est sûr que ça peut moduler la manière de s'y prendre avec le cédant. Donc, ce n'est pas des négociations frontales, ça doit être des négociations partenariales entre les deux parties. Il faut que... Puis, ça, je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. Il faut absolument que le cédant se fasse accompagner par un expert en transfert d'entreprise. On parle souvent au CETEC qui peut jouer ce rôle-là. C'est important que le cédant soit au courant de des étapes qui va advenir, qu'il soit à l'aise d'ouvrir ses chiffres, de partager ses données stratégiques avec les repreneurs si on veut que le processus avance bien. Il faut aussi une forte adhésion de l'équipe au projet coop. Donc, il faut être en mesure de bien présenter le projet. Donc, ça, nous, c'est notre rôle, entre autres, de tout ce qui est la partie habilitation des travailleurs, donc de leur présenter le modèle coop, de voir si les employés dans un premier temps, adhèrent à ce modèle-là. Est-ce qu'ils adhèrent au fait de co-gérer une entreprise aussi? Est-ce que ça les motive ou ça leur fait peur? Si ça leur fait peur, on n'a peut-être pas la bonne équipe là, pour s'engager dans ce transfert-là. Puis d'essayer de voir dès le départ par un diagnostic associatif, est-ce qu'il y a déjà l'expérience du collectif, l'expérience de la gestion d'organisation collective, un désir de co-gérer en équipe pour voir s'il y a déjà cette équipe-là idéale pour le transfert? Il y a l'aspect aussi du comité provisoire qui est important, d'avoir une légitimité de ce comité-là. Dans certains cas, le comité provisoire est mis en place par le cédant. Donc, il faut s'assurer dans ce cas-là que l'ensemble de l'équipe des travailleurs confère une légitimité à ce comité-là, qui ne voit pas le comité comme un relais du patron, donc qui le voit vraiment complètement légitimé pour faire ce transfert-là. C'est important que dès le départ, le comité provisoire mette en place un processus de communication, des moyens de communication avec le reste de l'équipe. Ce qu'on ne veut pas, c'est que le comité provisoire fonctionne un peu en boîte noire, de façon complètement dissociée du reste de l'équipe, qui fasse toute la transaction seule, puis qu'à la toute fin du processus, il avise l'équipe du résultat du processus. C'est vraiment un accompagnement puis une communication régulière à toutes les étapes. Puis, le dernier élément de condition de réussite dans le transfert, c'est l'habilitation des travailleurs. Donc, dès le départ, d'être capable d'identifier les forces du groupe, de miser sur les forces personnelles des gens au-delà de leur métier dans l'entreprise, mais qu'est-ce qu'ils peuvent prendre en charge dans
dans ce transfert-là. Il y a tout ce qui est l'accompagnement au plan d'affaires, parce qu'on l'a dit, il faut quand même représenter après un plan de développement pour l'entreprise au financier. Il faut que les repreneurs soient capables aussi de défendre leur plan aux financiers, de bien comprendre leurs chiffres. Donc, ça prend aussi un accompagnement de ce côté-là. Puis, je vous dirais aussi, puis ça prend au fil du temps peut-être, mais il faut développer une posture d'acheteur. Puis comme je le disais, il y a toujours la relation avec le cédant et notre patron. Puis ça, c'est peut-être pas facile, mais il faut qu'en tant qu'employé, on développe aussi une posture d'acheteur dans ce contexte-là d'entreprise. Sinon, les conditions de réussite post-démarrage, bien, ça, c'est un apprentissage continuel, mais de bien comprendre la répartition des rôles et des responsabilités au sein de l'entreprise, de bien comprendre le rôle de chacune des instances, le triple rôle d'un travailleur dans une coopérative de travail qui est le jour un salarié, des fois le soir un gestionnaire et toujours à quelque part un copropriétaire, mais pas dans son day-to-day de job. Donc, il faut savoir quand est-ce mettre le bon chapeau pour prendre la bonne posture et être contributif au développement d'entreprise. Le partage d'une vision commune est aussi important. Puis il y a tout un processus d'intégration des travailleurs qui est important de faire dans une coopérative de travail pour s'assurer que même la nouvelle génération de travailleurs vont bien adhérer à notre vision puis qui vont être contributifs à ce développement-là. La présence de leaders collectifs, je pense que une direction générale d'une coopérative de travail ne peut pas avoir le même profil probablement qu'une direction générale d'une entreprise à capital action avec des actionnaires externes. Il y a aussi une posture il faut être là pour le bien commun, il faut être capable de rassembler les gens, d'aller chercher de faire la part des choses entre la consultation des gens puis la prise de décision aussi pour faire avancer l'entreprise. Donc, ça prend un profil aussi, je pense, particulier pour diriger ce type d'entreprise-là. Puis, peut-être la capacité à régler les conflits, je pense que c'est sûr que c'est peut-être pas propre aux coopératives, mais il y a une nécessaire transparence, communication, une autorégulation qui doit se faire aussi dans les coopératives, d'être capable de faire des rétroactions régulières pour éviter que des incompréhensions là, se développent en conflit. Donc, voilà à peu près là, pour peut-être des grandes clés de conditions de succès des coopératives. Évidemment, c'est toujours un work in progress. C'est jamais quelque chose de finalisé, mais il faut avoir, je pense, toujours en tête ces questions-là. Comme on disait, l'humain, c'est peut-être le dénominateur commun de ce processus de transfert-là. Et c'est vraiment avec l'humain qu'il faut travailler pour que ça fonctionne bien. Sinon, nous, du côté du réseau, on a vraiment on travaille avec les repreneurs. Donc, notre rôle, nous, c'est d'habiliter les travailleurs à s'approprier leur entreprise d'un point de vue d'entrepreneur et de gestionnaire pour être capable de la co-gérer ensuite. Puis, ce qu'on amène comme expertise là-dedans, c'est de faire un diagnostic organisationnel avec le groupe en amont, là, savoir s'il y a l'équipe porteuse, faire des formations de qu'est-ce que c'est une coopérative de travail. Puis après, on peut accompagner au niveau de tout ce qui est développement organisationnel, relations dans les relations ressources humaines, l'accompagnement au niveau du plan d'affaires, prévision financière, puis la mise en réseau là, avec les partenaires de l'économie sociale. Fait que voilà pour ça, brièvement. Merci Isabelle. Il y a un commentaire dans le chat qui dit que c'est passionnant, toutes ces présentations. Donc, merci pour votre écoute. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Il n'y a pas de questions, mais est-ce que quelqu'un aurait une question là tout de suite? On va prendre le temps d'y répondre. Et sinon, je laisserai justement la place à la conversation entre François Morissette et Pascal Brulotte pour justement avoir un cas concret de transfert d'entreprise en coop. Comment ça s'est passé? Je pense que tout le monde avait bien hâte de vous entendre. Juste pour le temps, je pense, François, tu avais prévu une trentaine de minutes. C'est déjà 1h moins 5.
Donc, 25-30 minutes, vers 1h20, 1h25, on prendra les questions du public si on en a. Comme ça, on veut vous laisser la chance de poser vos questions aussi. Donc, on prendra un petit peu de temps à la fin et puis je vous laisserai sans plus tarder la parole pour la discussion. Merci beaucoup, Mathilde. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter un vrai cas, une vraie personne, un vrai humain qui a vécu le transfert d'entreprise Inc. à une coop de travailleurs. Donc, sans plus tarder, j'invite Pascal Brulotte, qui est directeur général de la coop Edgar, à se joindre à moi. Puis, dans un premier temps, Pascal, te présenter un peu ton parcours, d'où tu viens. Est-ce que tu connaissais ça, toi, une coop avant ou pas? Puis par la suite, je te reviens avec d'autres questions plus spécifiques là, sur le transfert et le processus. Merci beaucoup, François. Écoute, si on ne se connaissait pas, François, un peu, j'aurais trouvé ça particulier. Hein, je te présente un cas. Ma blonde dirait que tu as raison. Parfois, je peux être un cas. Donc, ça fait vraiment plaisir aujourd'hui d'avoir ce forum-là. Merci de me donner cette occasion-là, finalement, de pouvoir partager l'expérience qu'on a vécue récemment. Très rapidement, je viens d'où? J'ai toujours œuvré dans l'univers de l'économie sociale. J'ai commencé ma carrière, moi, comme intervenant dans un office municipal, à l'Office municipal d'habitation de Lévis, un parc de logement social de 1200 pas, où assez rapidement, j'ai été mis dans des positions de gestion. Donc, j'ai fait une bonne partie de mon expérience, là, une dizaine d'années. Par la suite, je me suis dirigé vers le Grand Nord québécois avec ma blonde et 3 enfants, où pendant 1 an et demi, on a contribué à la mise en place d'une refonte un peu là, du système de réadaptation pour les jeunes Inuits. Donc, un petit passage là, d'1 an et demi là, à Salouit, une expérience extraordinaire dans le Grand Nord du Québec. Et par la suite, je reviens à Lévis comme directeur général du Patro de Lévis, un centre de loisirs, où là, j'ai vraiment mis les mains dans la pâte de l'économie sociale, où j'ai vraiment été frappé par ce modèle d'affaires-là que je trouvais extraordinaire parce que ça venait nourrir chez moi ce désir-là d'entrepreneur que je voyais se développer au fil des années. Et parallèlement à ça, toute l'importance du côté social. Donc, dans ce modèle-là, qui est l'économie sociale, les deux se marient bien. Donc, les valeurs au cœur de nos préoccupations, mais avec cette espèce d'espace-là pour le développement. Donc, ça fait un peu état de mon parcours. Et je suis arrivé, moi, à la coop Edgar le 30 août 2021. Donc, c'est encore assez récent. Super. Si on tombe dans la mécanique comme telle du transfert, présente-nous un peu Coop Edgar, ce qu'elle fait, qui elle est, c'est quoi votre métier chez vous. Puis après, tu peux déjà commencer à me dire, ça venait d'où l'idée de faire une coop de travailleurs dans ce projet de transfert-là? Puis un peu comment tu as fait pour amener, dans le fond, toutes les personnes, on peut le dire, il y a 80 personnes chez Edgar. Comment toute l'équipe, vous avez réussi à vous mobiliser puis à embarquer dans ce projet-là pour le mener à terme, là? Ça a été une aventure assez passionnante qui se poursuit encore aujourd'hui. Tu le disais, puis on l'a nommé un peu plus tôt, la Coop Edgar est une coop de travailleurs qui œuvre dans les domaines langagiers. Donc, on est un cabinet de traduction qui va principalement de l'anglais vers le français ou du français vers l'anglais. En termes d'importance, juste pour qu'on se situe, au niveau de notre marché, on est dans les 3 plus grandes entreprises au Canada en termes de services engagés. Donc, Edgar Inc. avait déjà une excellente réputation dans ce domaine-là. Edgar Inc. avait à son bord là, une équipe qui est encore présente aujourd'hui, une équipe extraordinaire de professionnels. On parle effectivement d'autour de 80 personnes. Aujourd'hui, je peux dire qu'on est rendu à tout près de 95. Donc, on a eu des bonnes cohortes là, suite à la mise en place de la coop. Donc, effectivement, là, c'est une grosse équipe. Et ça faisait aussi un gros transfert par la même occasion. D'où ça vient cette idée-là de transfert? On l'a dit dans les exemples, hein, dans les différentes présentations qu'il y a eu précédemment, ça vient du cédant. C'est Mathieu qui était le président de Edgar Inc. Je vais utiliser beaucoup le Inc. parce qu'on a gardé quand même Edgar. Là. Donc, Mathieu était
président du Inc. Et lui, ça fait déjà quelques années qu'il voulait céder son organisation. Il avait déjà été approché par des firmes américaines qui voulaient finalement reprendre l'organisation. Ça ne rejoignait pas ses valeurs. Donc, lui, il avait ce désir-là de céder l'organisation à l'interne. Il y a eu une première expérience qui avait été faite avec 2 personnes, il me semble, et ça n'avait pas fonctionné à la fin. Donc, Mathieu a repris les rênes, a poursuivi pendant un peu plus d'1 an l'opération du Inc. Et je ne sais pas d'où c'est sorti cette histoire-là, mais c'est quand même de lui que vient l'idée de céder l'organisation à l'ensemble de ses employés à travers le modèle d'une coop de travailleurs. Donc, l'initiative, l'étincelle vient de Mathieu, là, du Inc. Ce qui est un facteur clé, on le voit dans les autres cas aussi. Si à la base, notre entrepreneur Inc. ne veut pas vendre à ses employés pour X raisons, préjugés ou dans sa tête, il pense qu'ils sont incapables de le faire, bien, on part déjà avec une prise contre nous, alors que dans ton cas, bien, il y a eu cette ouverture-là de redire, ben oui, c'est peut-être possible, on va regarder comment on va le faire. Donc, ça, c'est la première clé de succès, si on veut, de ce projet-là. C'est bon, ça. J'aime bien ça. Puis là, tu as réussi, là, Mathieu est d'accord, il veut transférer en coop, il commence à approcher certains employés à l'interne. Mais après, vous faites quoi, là? C'est bien beau, il dit, je veux te vendre, ça coûte tant. On fait quoi, là? Ouais, mais là, l'idée, tu sais, on a tous des bonnes idées, hein? Puis on trouve quand ces bonnes idées-là nous viennent, on dit, ça ne sera pas si compliqué. On se met main dedans, puis c'est là qu'on découvre que doucement, il y a des petits enjeux, mais qui ne sont pas insurmontables. On arrive avec Mathieu qui a son idée. Je pense qu'à ce moment-là, Réseau Coop, justement, est mis à profit pour venir expliquer un peu, donner une formation sur c'est quoi le modèle. De là, on forme le comité provisoire. Et à l'image de ce que Isabelle disait, c'est un comité qui a été formé de personnes qui avaient beaucoup d'expérience dans l'organisation, donc qui avaient déjà aussi un certain leadership. Et on parle de 4-5 personnes sur 80 quelques. Il y a encore un défi de communication, là, parce que oui, tout le monde est emballé par l'idée, mais ce n'est pas tout le monde qui peut mettre l'épaule à la roue pour finaliser ça. Donc, il y a un comité provisoire qui est formé. Et une fois que ce comité provisoire commence à mettre les choses en place pour former d'abord et avant tout la coop, moi, j'arrive entre-temps. Donc, le 30 août, j'arrive comme directeur général d'une coop qui est en construction. Donc, tout est à faire à ce moment-là. Donc, on part de la bonne idée à la mise en place d'une compagnie, d'une certaine façon, avec tout ce que ça implique. Les numéros de taxes, l'ouverture des comptes, etc., etc., etc. Et là, tu as un cédant qui, lui, avait une excellente idée, mais c'est un entrepreneur, c'est un gars qui vient du privé. Intro une cheville, ça va bien d'aller, on met une coop en place, 3-4 formulaires, signe en haut, signe en bas, on part. Ben oui. C'est pas ça la vraie vie. C'est ça. Hein, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il allait y avoir plusieurs étapes à franchir. Et moi, je me positionne comme étant, je deviens un peu par la force des choses, parce que je suis directeur général d'une coop qui est en voie de se mettre en place, mais qui n'est pas encore propriétaire du Inc., hein, de l'organisation. Donc là, j'arrive à un moment où je deviens une espèce de le fameux chargé de projet dont on parle. Donc, où je me place, moi, au service du comité provisoire. Fait que déjà, on commence à mettre en place une espèce de semblant de gouvernance. Je me place vraiment au service du comité provisoire, puis je joue cette espèce d'intermédiaire-là entre les gens qui vont former la coop et le Inc. Et là, très rapidement, on a mis en place une relation de confiance, Mathieu et moi, et de collaboration. Donc, à tous les jours, on se voyait le matin, le soir, puis pendant la journée quand c'était nécessaire. Et là, on a commencé à faire le casse-tête ensemble. Puis j'insiste sur le « ensemble ». Ça ne se pouvait pas là, que moi, je fasse ça de mon bord seul, puis que lui ou que lui fasse ça de son côté seul. Puis le comité provisoire, lui, était formé, on se le rappelle, d'employés qui devaient poursuivre leur travail. Ils ne devaient pas être libérés à temps plein pour faire ce genre de transactions-là. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là que tout s'est mis en place et qu'on a réussi, entre
le moment où la constitution a commencé autour du mois de mai. Moi, j'arrive le 30 août. Puis là, moi, j'arrive un peu fleur bleue en pensant que tout est fait. Ben oui. Hein? Et là, hop, on s'enlève. J'arrive le 30 août, le 1er septembre, je me roule les manches un peu. Puis le 2 septembre, je me les roule au complet parce que là, on se met les mains dans la pâte puis on va travailler notre dossier. Puis ensemble, on va bâtir ce qui va devenir tantôt la coop Edgar. Alors là, c'est intéressant parce que j'ai des gens qui sont extrêmement mobilisés au niveau du comité provisoire. On a des partenaires financiers parce que, on se posait la question, il y a combien de monde dans toute cette histoire-là, cette transaction-là? Il y a pas mal de monde à coordonner parce qu'on a un cédant, on a des coopérants, on parle de 80 à peu près, un comité provisoire de 5 personnes, 3 avocats, 2 comptables, 3 partenaires financiers, Alouette. Donc, hein, c'est important qu'on, très rapidement, on entre en relation avec tous ces gens-là, puis qu'on coordonne les activités pour qu'on y arrive. On doit relever le défi aussi de l'entrepreneur qui va acheter une entreprise, c'est-à-dire de lever des fonds. Parce qu'on a des partenaires financiers qui croient au projet, mais encore faut-il que comme organisation et comme individu, à travers la coop, on fasse notre mise de fonds. Pour y arriver, il faut garder ce climat de confiance-là et communiquer de façon très transparente avec les gens. Donc, nous, ce qu'on faisait, tous les jeudis, puis on a poursuivi la tradition, on le fait encore aujourd'hui, c'est notre fameux coop hebdo, où on tenait l'ensemble des membres de la coop au courant des étapes. Ce qui a été fait, ce qui s'en vient, à tous les jeudis. Ce qui a été fait, ce qui s'en vient. Voici les prochaines étapes. Puis au fur et à mesure qu'on avançait, on ajoutait des morceaux au niveau de la compréhension, soit de la compréhension de la vie coopérative, soit de la compréhension de la transaction qui allait être mise en place, des différents outils qui étaient à notre portée aussi. Les avantages fiscaux, le RIC, etc., pour vraiment faire grandir non seulement la mobilisation autour du projet, mais cette espèce de sentiment de confiance-là que les gens devaient avoir parce qu'on allait investir tout le monde ensemble. C'était notre projet d'affaires collectif. Et bon an, mal an, on est arrivé à la fin du processus où on a dépassé nos objectifs. On devait amasser, nous, 250 000 $. On a dépassé ça, on a ramassé tout près de 300 000 $ qui nous a servi de mise de fonds. Et on a fait la conclusion contre... Personne ne croyait à ça. On a réussi à closer le deal le 1er décembre. Alors, imaginez, on forme la coop autour du mois de mai, j'arrive au mois d'août, puis au 1er décembre, on signe. Fait que ça a été toute une aventure. C'est super intéressant de t'entendre. Je suis convaincu que tous nos gens en ligne comprennent et réalisent le défi que c'est que de transférer d'une Inc. à une coop, mais d'une Inc. à une Inc., de faire un transfert, en fait, c'est un marathon en soi. Puis ben, je vois qu'avec les forces que vous aviez dans l'équipe, le partage de tâches, tout ça, vous avez réussi, évidemment, à passer au travers et à le réussir. Mais tu étais accompagné aussi, tu l'as mentionné, vous aviez des avocats, des comptables qui vous ont accompagné. Je sais que le cédant, Mathieu, avait aussi son équipe de professionnels de son côté. Comme on le dit, il faut que ça soit gagnant-gagnant des deux côtés. Donc, ça a été important chez vous. Puis le temps, ben oui, on a pris le temps de prendre le temps pour que ça soit un projet gagnant pour tout le monde. Super. Je t'amène sur un autre aspect. Mon collègue François en a parlé tantôt. Il disait que 50% du processus de transfert, c'est l'humain. Là, je t'amène sur ce côté-là, toi puis l'équipe chez vous. Vous avez vécu ça comment personnellement? Toi, tu arrivais, tu étais le nouveau DG qui arrivait, qui n'avait pas de coop, qu'il fallait qu'il la crée. Mais les gens à l'interne aussi vivaient ça comment? De se dire personnellement, du jour au lendemain, je passe de travailleur à coopérant et de travailleur à propriétaire d'entreprise, entrepreneur, le stress, les émotions, tu gères ça comment? Puis quelles étaient ces émotions-là que tu as vécues? C'est sûr que personnellement, quand je suis arrivé, j'ai été un peu pris de court au départ parce que tout d'un coup, j'avais de l'expérience de direction générale. Dans le monde de l'économie sociale, la gouvernance, tous ces éléments-là, j'étais déjà habilité. Donc, ça allait relativement bien. Mais j'arrivais non seulement comme directeur général, mais aussi comme celui qui avait le plus d'expérience dans ce domaine-là. Donc, puis je devais partir une business.
Ça, je n'avais jamais fait ça, par exemple. Donc, je dois vous avouer que puis des fois, je dis, Pascal, c'est quoi le secret? Comment vous avez fait pour réaliser ça dans un temps record? Ben, j'ai été accompagné d'une façon exceptionnelle. Je pense aux partenaires financiers, je pense au réseau Coop, je pense à l'équipe qui était autour de moi. Tout seul, tu n'arrives pas à ça, oubliez ça. Il faut rapidement se mettre une équipe solide. Il faut faire confiance. C'est ça que je trouve extraordinaire, moi, dans notre réseau, c'est que les partenaires, on ne dit pas des banquiers, on parle de partenaires financiers. Et ça fait toute la différence. Parce que, oui, le processus, en principe, est plus long que ça. Puis moi, ce que je disais à Mathieu, qui était parfois impatient, Mathieu, on a un réseau qui prend peut-être un peu plus de temps. Mais si un jour, comme organisation, on met un genou à terre, le même réseau va être là pour nous soutenir et nous aider à nous relever. Et ça, pour moi, c'était fondamental. Donc, j'arrivais, moi, dans cette espèce de mouvement-là. J'ai vécu du stress. On a travaillé parfois 7 jours sur 7. La machine à café a brisé tellement qu'on l'a fait marcher. Il n'y a pas de secret. Là. Ça prend du bon café, ça prend conjoint compréhensif, ça prend une équipe solide, puis ça prend des partenaires financiers qui sont prêts à lever le téléphone de temps en temps parce que tu peux en témoigner, François, parfois on se parlait plusieurs fois par jour. Tout à fait. Donc, il y avait ces défis-là à relever. Hein. Alors, des émotions, on est passé par toutes les gammes d'émotions. Oui, on a vécu du stress. On avait des gens qui croyaient au projet, qui étaient mobilisés, mais qui n'avaient aucune expérience. Donc, pour certains, il y avait même peur. Ils disaient, hey, moi, là, je veux continuer à faire de la production. Pas question que je me mette à gérer. Je ne veux pas devenir un entrepreneur. Alors, c'est tout de démystifier aussi ce volet-là. Hein? La coop va te permettre d'agir à des moments précis. Puis, il va y avoir des instances dans l'organisation qui vont être là pour s'assurer que, comme entrepreneur, comme coopérant, tu as ton mot à dire, tu as ton espace. Donc, ça a été très, très, très important. Donc, beaucoup de stress, mais en même temps, une aventure extrêmement stimulante. Puis, ouais. En fait, c'est bienvenu dans la vie de l'entrepreneur comme n'importe qui, là, dans le fond, mais de façon intense et dans un court temps, dans votre cas, là, à ce moment-là. Absolument. Dis-moi, tu m'avais parlé aussi, tu dis le modèle coop a permis d'amener un changement de posture des travailleurs. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça déjà? Là? Comment tu expliques ça? C'est quoi? C'était intéressant parce qu'à un certain moment donné, on s'en est rendu compte dans la pratique, on avait un enjeu au niveau de la production. Rien de majeur. Là. Mais on comprend que nous, notre industrie, que ça fonctionne au mot. Donc, on mesure la performance de l'organisation par le compte de mots que nous faisons par jour. Et là, il y avait un client qui entrait et qui arrivait avec une demande qui passait serré, mais c'est un client de longue date qu'on voulait bien servir. Fait que moi, dans un coop hebdo de jeudi, j'en parle avec la gang, mais de façon très transparente, sans mettre aucune pression. Hein. Puis, je ne demande jamais à personne de dire hey, là, il faut élever votre jeu d'un cran. De toute façon, ça ferait baveux. Je suis ici depuis à peu près 6 mois. À un moment donné, il faut que je prenne ma place puis que je prenne le temps d'arriver comme il faut. 3 jours plus tard, avec mes gestionnaires, ils me disent Pascal, on a vu en dedans de 24 heures, les chiffres ont fait toc. Comme si la gang a dit hey, c'est notre business, ben, on va donner un petit coup de plus. Parce que là, tout d'un coup, les gens, ils ne le faisaient pas pour que le président s'achète un chalet dans les Laurentides. Ils le faisaient pour eux autres, parce que ça devenait leur bébé, c'était leur organisation. Alors, malgré le fait que les gens disent parfois hey, nous autres, là, on ne veut pas être des entrepreneurs. On n'a pas signé pour ça dans la vie. L'impact, c'est la mobilisation et le sentiment d'appartenance qui vient d'être créé autour de l'ancrage surtout qui se forme autour de l'organisation. Alors ça, c'est formidable. C'est formidable, entre autres pour la rétention, dans un marché qui est difficile actuellement au niveau des ressources humaines. Bien là, avec le modèle coopératif, on vient créer cet ancrage-là qui est très fort. Puis un grand sentiment de fierté aussi dans l'organisation. Justement, tu parles de pénurie de main-d'œuvre. Vous êtes en forte période de recrutement parce qu'effectivement, la business explose, puis c'est tant mieux. C'est des enjeux, par contre, de gérer ça.
Est-ce que tu dirais que le modèle coop est un avantage pour aller recruter dans ton secteur d'activité ou si c'est plus un frein que ça ferait peur aux gens de dire, ben là, c'est une coop de travailleurs, c'est pas une vraie business ou il faut que je sois membre de ça, puis moi, je suis pas sûr que ça me tente. Tu vois ça, c'est quoi vos expériences là, actuellement? Parce que vous avez quand même recruté plus de 25 personnes depuis qu'on a lancé la coop, là. C'est Ouais. quand même phénoménal. Ouais, on a eu des bons booms. On a eu quelques départs, on a eu du recrutement. Fait que ça, on a gardé un bel équilibre là-dedans, puis on est allé chercher, on a fait quelques gains. Puis notre industrie particulièrement, je ne peux pas parler pour les autres, je ne les connais pas, mais notre industrie est composée de 2 types de personnes. Des gens qui travaillent en cabinet, puis des gens qui travaillent à la pige. Il y a des gens parfois qui sont tentés de s'en aller à la pige, donc d'être leur propre patron, mais qui n'ont pas l'énergie ou l'envie de tout ce qui s'appelle le back-end de l'organisation. La coop devient une bonne solution pour ces gens-là parce qu'ils peuvent développer ce sentiment-là d'être un peu entrepreneur, donc d'avoir droit de parole sur les grandes orientations de l'organisation, de contribuer à l'organisation de façon ponctuelle à travers des comités de travail sur des sujets peut-être qui les passionnent davantage, hein, comité RH, comité recrutement, comité ressources humaines, etc. Donc, ils peuvent se promener là-dedans. Ils ont des opportunités de contribuer, mais ils n'ont pas à se casser la tête sur aller chercher de la clientèle, développer des affaires, s'occuper de l'administration, tout ça. Donc, ça, on a une équipe administrative qui s'en occupe. Puis, donc, je pense qu'on a le meilleur des deux mondes dans notre modèle. Ah, c'est génial d'entendre ça. Dis-moi, communication, importance, évidemment. Vous êtes 2 bureaux, Québec, Montréal, 95 personnes. Tu en as glissé mot avec ton info coop mensuel, tout ça. Depuis le début, pour toi, ça a été un élément clé important ou à un moment donné, tu dis, ben, ils le seront plus tard, il faut que je gère ça. Tu as géré ça comment, là, la transmission d'informations? On a mis ça en priorité. Vraiment en priorité. Donc, notre coop hebdo, c'est à toutes les semaines. Donc, ça, c'est fondamental. Je vais au bureau de Montréal régulièrement, ne serait-ce que pour assurer une présence là-bas parfois, puis de faire en sorte que les gens sentent qu'ils font partie de l'aventure. On a aussi des gens on a une belle filière là, qui est en train de se développer là, entre Lavin et Sherbrooke. On a beaucoup de gens qui sont arrivés dans nos équipes. On a des gens dans l'Outaouais, on a des gens aux États-Unis, on a des gens en France. Donc, on a des gens dans l'Ouest canadien. Fait que, il faut qu'on trouve des forums pour laisser l'espace aux gens pour s'exprimer, puis pour qu'ils entendent aussi ce que la coop a à leur transmettre. Donc, nous, les jeudis, c'est sacré. On a une demi-heure où on passe l'information. On a aussi différents comités de travail qui se réunissent, bon an, mal an, en cours de semaine. Je rencontre mon équipe de gestionnaires à tous les matins. Donc, on transmet l'information, puis je leur écris aussi régulièrement. J'essaie de m'en faire une obligation régulièrement, aux 2 semaines, 3 semaines, là, d'écrire à tout le monde sur un thème qui va être mobilisant autour de nos valeurs coopératives, notre raison d'être. Tout ça, pour moi, c'est fondamental de bien communiquer ça pour que les gens se sentent partie prenante. C'est super intéressant de t'entendre. Honnêtement, on pourrait passer l'après-midi, mais le temps file, puis là, Mathilde va me surveiller bientôt. Donc, en conclusion, ton évaluation de tout le processus qui a été fait chez Edgar, chez Coop Edgar, ton évaluation de ça, puis si tu avais à laisser un conseil d'amis à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, voir, ça serait quoi ton conseil pour avoir un transfert de coop réussi? Mon évaluation de tout ça, et puis avec le recul, on s'est mis énormément de pression pour le faire rapidement. Je pense que ce n'était pas nécessaire. Okay? On aurait pu prendre un petit peu plus de temps. Il faut comprendre que nous, on avait une réalité, mais que le Inc. aussi a une réalité. Il faut être à l'écoute de cette réalité-là. Ça ne peut pas être juste de notre côté. Fait qu'on a trouvé la solution mitoyenne. Donc, ça a été quelque chose que je ferais peut-être différemment. Prendre un peu plus de temps pour le faire. Pour ce qui est du reste, je trouve que ça a été un transfert qui s'est bien passé. On a été bien accompagnés. Les gens y ont mis leur cœur, leur passion. Donc, pour moi, là, je pense qu'on peut se donner
je dirais pas un A+, mais peut-être un A. Je dirais au A, peut-être A moins, tu sais, pour le temps, la pression, tout ça. Mais Je te l'accorde, je te l'accorde. Face à part, ça s'est très, très bien passé. Vraiment, je suis très heureux de ça. Mon conseil, soyez humble. L'humilité, elle est importante parce qu'on a besoin d'être accompagné. Voyez pas ça comme une dépense. Voyez ça comme un investissement, l'accompagnement. C'est fondamental. Moi, je pense que c'est une clé importante de la réussite de notre transfert, cet accompagnement-là. Des fois, je ne savais pas. Moi, je n'avais jamais fait ça. Moi, je n'ai jamais parti de business. Je connaissais le concept des coops. Cours de travailleurs, je n'avais jamais travaillé avec ça. Donc, il faut faire preuve d'assez d'humilité pour lever le téléphone et demander des conseils. Puis de s'entourer de... On a au Québec un écosystème extraordinaire par rapport à tout le réseau coopératif et l'économie sociale. Il y en a plein d'expertises. Il faut seulement lever le téléphone et être là. Puis on a aussi, à travers les professionnels, des gens qui ont développé de l'expertise. Je pense à un gars comme Alain Fortier, qui est au niveau des comptables, qui a développé l'expertise super trippante au niveau des coops. Bien, Alain, là, il a été de bons conseils. Je pense à tout le réseau de l'économie solidaire, quand on pense à la Caisse d'économie solidaire, à tous les professionnels, qu'on a plein dans l'écran, des gens qui sont impliqués dans les différentes sphères de la vie coopérative et du financement, demandez conseil, ça sera, puis investissez là-dedans, ça ne sera pas de l'argent perdu, ça je vous le garantis. Bien, je te remercie beaucoup de ton témoignage. Je suis convaincu que tout le monde a apprécié beaucoup et qu'on devrait avoir plein de questions s'il y a lieu ou des commentaires, des interrogations ou des surprises peut-être même. Donc, je repasse la parole à Mathilde pour la suite, s'il y a des questions ou des commentaires. Merci beaucoup pour cette discussion vraiment inspirante. Je vois dans les commentaires superbe présentation. Je pense que tout le monde a hâte de la recevoir aussi, la présentation enregistrée. Je ne vois pas de questions dans le chat pour le moment, donc n'hésitez pas à les poser soit dans le chat, soit si vous voulez faire un commentaire de vive voix, activez votre micro et puis n'hésitez pas à partager. Encore un commentaire qui dit que c'est très inspirant, qui nous souhaite bonne continuité. Donc, je laisserai la parole au public si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Et sinon, ça veut dire que c'était très clair et très inspirant et que donc vous êtes entièrement satisfait de cette présentation. Je vais juste vous partager très rapidement si vous souhaitez avoir accès au courriel des personnes qui ont présenté. Je vous mets ma slide, j'essaie de l'agrandir. Voyons. Voilà, donc si vous voulez avoir les courriels des deux François, d'Isabelle, vous les avez ici. Je vais envoyer un courriel de suivi à toutes les personnes présentes pour vous envoyer la présentation enregistrée et également un court sondage d'évaluation et de suivi. Si vous voulez prendre rendez-vous avec nous, si vous avez un projet, si vous voulez en parler, ce sera l'occasion de remplir le sondage et puis on va faire le suivi en collaboration entre Réseau Coop et Desjardins, donc n'hésitez surtout pas. Et puis sinon, de mon côté, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir été présente. C'est toujours un succès ces webinaires, donc merci d'avoir été là. Merci à nos conférenciers, conférencières, et puis bonne fin de journée à tout le monde. À très bientôt.